La question que j'ai posée est celle-ci. Dans quelle mesure peut-on affirmer que la sophrologie est d'inspiration phénoménologique ? Je souhaite partir de quelques remarques. La première remarque est celle-ci, c'est-à-dire d'établir une distinction entre une sophrologie phénoménologique et une sophrologie d'inspiration phénoménologique. Un sophrologue qui serait entièrement phénoménologue devrait avoir reçu une double formation, c'est-à-dire une formation de sophrologue et une formation de phénoménologue. Si nous prenons l'exemple de la psychanalyse, on peut dire qu'une formation de psychanalyste nécessite au moins, si vous voulez, à la base, l'étude dans le texte des travaux de Freud et puis d'autres, bien entendu, psychanalystes. Donc on peut partir du principe aussi qu'une formation de phénoménologie renvoie au moins vers l'étude des travaux de Husserl. Les sophrologues ne lisent pas, si vous voulez, en général, ou très peu, les textes de Husserl, peut-être pour s'endormir. Et on peut partir, si vous voulez, du principe que le sophrologue, s'il n'est pas un phénoménologue, la question est celle-ci: comment peut-on affirmer que la sophrologie est d'inspiration phénoménologique ? À mon sens, je pense qu'il est nécessaire d'insister sur le mot « inspiration ». C'est-à-dire qu'une sophrologie d'inspiration phénoménologique rappellerait une chose, c'est que le sophrologue profite d'une influence. Comment cette influence s'articule-t-elle ? À mon sens, cette influence s'articule autour de 4 dimensions. La méthode, le corps, l'être, les valeurs. Donc je souhaite organiser mon exposé autour de ces 4 dimensions. Et donc, mon idée est celle-ci, c'est-à-dire, je vais essayer de démontrer que, au moins ces 4 dimensions définissent intrinsèquement la posture professionnelle du sophrologue. Je commence par la méthode. La méthode prend sens autour de 2 paramètres fondamentaux qui mettent en jeu le pouvoir du sophrologue. Premier paramètre, le logos du sophrologue lui-même, dans sa pratique au quotidien. Deuxième paramètre, l'expérience du sophronisant. En soi, le logos relève quand même déjà de l'expérience. Premier paramètre, le logos du sophrologue. Une sophrologie d'inspiration phénoménologique nécessite que nous expliquions, en tant que professionnels aux stagiaires, les raisons pour lesquelles il faut éviter d'induire pendant les pratiques. Cette ligne de conduite est difficile et elle est inévitablement problématique. Pour quelle raison ? Le désir du logos non inducteur se heurte inévitablement à une réalité. La neutralité que nous recherchons dans notre logos est plus un idéal qu'un état de fait. C'est-à-dire qu'en fin de compte, nous devons travailler en permanence pour améliorer, si vous voulez, pour atteindre un peu plus de neutralité à chaque fois. On doit donc partir du principe en sophrologie que, d'une part, le sophrologue est conduit à réfléchir en permanence, et ça c'est son travail continu, sur les techniques qu'il utilise pour apprendre à les adapter, ce qui veut dire, de mon point de vue, que la sophrologie est toujours situationnelle. C'est ce que Caicedo appelle le principe d'adaptabilité, mais qui nous rappelle à chaque fois que même si nous apprenons des techniques, nous sommes toujours confrontés à des situations différentes. D'autre part, il est nécessaire que le sophrologue réfléchisse sur son propre langage en se posant une question récurrente. La question est celle-ci: comment arriver à m'exprimer pour atteindre le plus de neutralité possible, sachant que toute démarche de communication n'est jamais neutre, puisqu'elle est en soi ce que j'appellerais une action. Je prendrai un exemple justement d'un ouvrage de philosophie, philosophie du langage, d'un philosophe du langage qui s'appelle John Searle Austin. L'ouvrage s'intitule « Quand dire, c'est faire ». En somme, quand nous disons quelque chose, nous faisons quelque chose. C'est-à-dire qu'en disant, je peux chercher par exemple à convaincre,
Je peux chercher à dominer, à manipuler, à séduire, à intéresser, c'est-à-dire, etc., etc. Ce qui veut dire que la question professionnelle en sophrologie est donc de savoir quelle intention préexiste à l'utilisation de mon logos. Déjà, dans la philosophie antique, Aristote avait bien compris cela. C'est-à-dire que quand il s'intéressait à la rhétorique, il avait compris le pouvoir du langage, il avait compris la capacité que nous avons justement par le langage à pouvoir enfermer l'autre dans son propre langage. Et donc, quand il s'en prenait à ce qu'il appelait, dans le fond, des rhéteurs, des sophistes, qui partaient du principe que la vérité n'existe pas, mais seule existait la puissance du langage. Ce qui fait qu'on pouvait dire une chose et on pouvait dire son contraire. Et pour apprendre à une personne à devenir justement politique, au sens, si vous voulez, de la capacité à pouvoir diriger la cité, puisque c'était aussi cela, ce à quoi, si vous voulez, les sophistes étaient réservés, apprendre précisément à pouvoir avoir la responsabilité des hautes charges de la cité, il était toujours question de pouvoir dire une chose, convaincre, dire le contraire et être en mesure de convaincre. Vous voyez, on peut dire que ça n'a pas beaucoup changé avec les politiques aujourd'hui. Donc, en fin de compte, le pouvoir du sophrologue se situe toujours dans l'articulation de son propre logos et dans l'action qu'il compte mener par ce logos. Le pouvoir du sophrologue se définit en termes de capacité, c'est-à-dire qu'il va trouver sa juste posture professionnelle entre présence nécessaire et laisser être. Il est donc constamment renvoyé à lui-même dans un double mouvement, et ce double mouvement l'oblige à revisiter constamment en même temps la séance précisément qu'il anime. Donc nous sommes, nous, professionnellement confrontés à la nécessité de rechercher la juste posture. C'est pas facile, hein, à partir de ce que j'ai essayé d'exposer. Cette juste posture qui aurait pour objectif de favoriser le laisser-être et qui peut, parfois, déclencher un phénomène chez le sophronisant. C'est-à-dire que ce phénomène serait celui d'un acheminement progressif vers sa propre parole. C'est le titre d'une œuvre d'Heidegger, l'acheminement vers la parole, hein, dans ce sens. Une parole intérieure, parfois les sophronisants ne parlent pas, mais il se passe des choses, si vous voulez, intérieurement, et une parole intérieure qui s'extériorise pendant le dialogue post-sophronique. Deuxième paramètre, l'expérience du sophronisant. Dans le fond, il s'agit pour lui de prendre conscience, quelque part, que le sens du monde part de lui, c'est-à-dire de sa manière de le constituer, de le définir. D'apprendre à mettre entre parenthèses ce qu'il croit connaître de son corps pour plus s'inscrire dans l'expérience du phénomène, d'apprendre à vivre une expérience d'accueil plutôt que de domination. Parfois, les sophronisants disent « c'est curieux, mais au fur et à mesure que je fais de la sophrologie, j'ai le sentiment d'être beaucoup plus dans l'accueil et moins dans le désir, si vous voulez, du pouvoir au sens d'exprimer ma domination. D'apprendre à respecter les exigences dans le fond d'une phénodescription dont nous vous parlerons après. D'écrire sans juger. En somme, il s'agit de comprendre et d'expérimenter le principe de réalité objective. Je reviens à la phénoménologie. La phénoménologie est une philosophie de la subjectivité. À mon sens, le principe de réalité objective est toujours un principe subjectif à visée objective. Qu'il s'agisse du sophrologue ou du sophronisant, ils sont tous les deux inscrits dans une démarche commune, ce que nous appelons en phénoménologie l'accueil du phénomène. Husserl part du principe que le phénomène est une apparition, c'est-à-dire que le phénomène est ce qui apparaît à mon regard pendant l'expérience, ce qui s'offre à moi dans l'expérience que j'effectue ici et maintenant, c'est-à-dire que le phénomène correspondrait à la manière pour la chose que j'expérimente de se donner toujours à moi à l'état naissant, comme si c'était la première fois. Je continue avec le corps. Après la méthode, le corps. En ce qui concerne le corps,
nous avons souvent tendance à parler du corps en le conceptualisant. C'est-à-dire que nous faisons du corps l'objet d'une discipline, la physiologie, la médecine, le sport, etc. Pour la sophrologie, le corps ne peut pas être réductible à l'objet d'une discipline. Dans le fond, qu'est-ce que la sophrologie opère ? Elle opère un renversement pour passer du corps-objet vers le corps-sujet. Bien avant le sophrologue, le phénoménologue s'était intéressé à l'expérience de l'immersion, pourrait-on dire, du corps dans le monde. C'est-à-dire qu'il s'était intéressé aux modalités d'une rencontre entre soi et le monde. La définition du soi inclut précisément, pour certains phénoménologues, l'expérience corporelle. Il s'agit, par exemple, pour le phénoménologue Merleau-Ponty, de ne pas simplement considérer le corps en termes d'avoir, j'ai un corps, mais de le considérer en termes d'être, je suis mon corps. La phénoménologie de la perception, de mon point de vue, est l'ouvrage le plus proche de la sophrologie. C'est-à-dire que ce que Merleau-Ponty a fait après Husserl, il s'est intéressé phénoménologiquement à la perception, mais il a pensé précisément la perception à partir, inévitablement pour lui, d'une réflexion sur le corps, ce qui après aussi a intéressé la Gestalt. Pour nous, on peut partir du principe que ce passage du « j'ai un corps » vers « je suis mon corps », sur le plan professionnel, constitue une étape centrale. Pourquoi ? Parce qu'elle oblige le sophronisant stagiaire à redéfinir sa propre conscience. La réflexion phénoménologique sur le corps se constitue à partir de ce que j'appelle l'appréhension subjective et intime de son propre corps. Cette appréhension n'est pas distinguable du vécu de la conscience, et à ce moment, nous rencontrons un point professionnel important autour d'une réflexion sur la conscience humaine. Le sophronisant peut s'apercevoir par exemple, et nous l'entendons parfois, par sa pratique, que sa conscience n'est pas simplement une capacité à penser, une capacité à poser des problèmes, à élaborer des théories, mais que dans le fond, sa conscience est corporelle. En somme, qu'est-ce que fait la sophrologie ? Elle élève le sophronisant vers l'expérience mentale corps unifiée. Pour moi, c'est mon point de vue. Cette expérience ne relève pas d'une rencontre, simplement entre le psychisme et le corporel, mais elle relève plutôt de la prise de conscience de cette unité. Pourquoi ? Si nous partons du principe que nous avons affaire à une rencontre entre le psychisme et le corps, nous devons considérer que dans le fond, il existe deux entités bien distinctes, le mental, le corps. Mais si nous partons du principe que la sophrologie révèle cette expérience de l'unité, eh bien nous estimons quelque chose, que les deux dimensions que nous évoquons parfois séparément, dans le fond, n'en font toujours qu'une. La reconnaissance de soi, en sophrologie, passe par la conscience de cette unité. La sophrologie installe et renforce un sentiment de cohérence, d'unité intérieure. Continuons avec l'être. Lorsqu'un sophronisant pratique régulièrement, il est souvent confronté à une dimension. C'est-à-dire qu'il commence, si vous voulez, s'il fait une formation professionnellement, et il s'aperçoit à un moment donné que ce qui est en jeu, c'est toute une dimension existentielle. Il est donc confronté à ce que j'appellerais la dimension existentielle de la sophrologie. Cette dimension existentielle va s'éveiller au moment où il comprend que la sophrologie n'est pas une simple relaxation, mais qu'elle constitue un moyen de se dévoiler à soi-même. Nous comprenons une chose, la raison, je pense qu'elle se trouve là, de mon point de vue, la raison pour laquelle une formation professionnelle ne peut pas s'effectuer en 6 mois. Je pense que ceux qui font cela n'ont rien compris à la sophrologie. Pourquoi ? Parce que la formation est toujours un parcours professionnel sous-tendu inévitablement par une démarche existentielle d'intégration. Et l'intégration ne peut se faire que lentement. Dans un monde où nous voudrions que tout aille vite, nous sommes en quelque sorte en relation avec nous-mêmes et nous ne pouvons pas nous soumettre en permanence à des situations d'urgence.
Donc, dans ce sens, la démarche d'intégration ne peut pas s'inscrire dans l'urgence. En l'occurrence, la sophrologie peut se définir comme le moyen de concrétiser les forces intégratives de l'être. La question est de savoir comment devons-nous entendre l'être. De mon point de vue, en ce qui concerne la question de l'être, je pense que nous sommes devant la dimension la plus insaisissable de la sophrologie et aussi la plus essentielle. Caicedo doit au philosophe et phénoménologue Martin Heidegger la meilleure des approches sur l'être. Être doit être entendu comme un verbe et non comme un substantif. Dans cet être, il y a une sorte d'action par laquelle le sujet conquiert sa propre présence. Et parfois, nous entendons chez le sophronisant cela, c'est-à-dire qu'il va le verbaliser avec ses propres mots, il va dire « mais je me sens beaucoup plus présent à moi-même, je me sens beaucoup plus présent aux autres, beaucoup plus présent au monde. » Nous sommes aussi là dans la relaxation dynamique du second degré. Cette conquête, en quelque sorte, de l'être, constitue un retour à l'origine, à l'essentiel, c'est-à-dire à la vivance de l'être en sophrologie. Ce dévoilement de l'être représente, dans le fond, dans la formation professionnelle, un nouveau point de départ. Que se passe-t-il ? Il ouvre, en quelque sorte, ce nouveau point de départ, le sujet à une perception différente du monde et de lui-même, sa liberté, sa créativité, son authenticité, sa responsabilité d'être. La question de l'être pose inévitablement la question des valeurs. En somme, en réfléchissant sur l'être, nous découvrons les valeurs. Continuons avec les valeurs. Mon corps, parfois, devient un objet trouble à interpréter. Il peut prendre des directions que je n'ai pas choisies. La vieillesse, la maladie, toute forme, si vous voulez, de direction qui s'impose à moi. Cette conscience trouble du corps qui, de mon point de vue, anime aujourd'hui notre époque, peut conduire vers la considération du corps en termes de figuration ou en termes d'image. Elle peut aussi, et c'est peut-être pour cela que des personnes vont voir des sophrologues, conduire vers la considération du corps en termes de conception ou en termes de valeur. Quelle valeur dois-je par exemple accorder à mon propre corps ? Si en sophrologie, nous élevons le corps à la dimension de l'être, je suis mon corps, nous pouvons comprendre aussi la valeur que nous essayons de lui accorder. En sophrologie, les valeurs sont existentielles, c'est-à-dire qu'en sophrologie, les valeurs sont toujours propres à l'individu. En ayant recours à la phénoménologie, nous pourrions dire aussi qu'en sophrologie, les valeurs sont ontologiques. Alors c'est un vieux mot de la philosophie, l'ontologie, c'est-à-dire que c'est un mot qui veut dire tout ce qui est constitutif de l'être en tant qu'être. C'est rentrer déjà dans un processus, si vous voulez, d'accès à soi. Chaque sujet évalue pendant ses pratiques et après ce qui est positif et ce qui est justement structurant pour lui. C'est pour ça que souvent, nous sommes confrontés à la difficulté de définir le mot positif, mais j'ai quand même le sentiment, pour moi, que le mot le plus proche du mot positif est quand même le mot structurant. La réponse à la question « Dans quelle mesure peut-on affirmer que la sophrologie est d'inspiration phénoménologique ?» Première réponse, dans la mesure où elle est une interrogation permanente sur sa propre méthode, partant du principe que la neutralité du logos est plus un idéal qu'un état de fait. Deuxièmement, qu'elle élève le corps à la dimension de l'être et à la conscience d'une unité. Troisièmement, qu'elle se définit comme le moyen de conscientiser les forces intégratives de l'être. Et quatrièmement, qu'elle inclut dans son propre processus une évaluation de ce qui est essentiel pour soi. À partir de maintenant, nous allons nous intéresser aux phénodescriptions et vivre à travers ces phénodescriptions l'expérience du phénomène. Je vous remercie beaucoup.